Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Aujourd'hui, l'entreprise dont nous allons parler a été créée en 1992. Elle pèse aujourd'hui plus de 370 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros, dont un tiers à l'export. C'est 3 pôles d'activité, ingénierie, production et technologie. Le groupe propose des services et produits innovants pour ses clients industriels sur des marchés de l'aéronautique, de l'énergie navale, défense, agroalimentaire et transport. Localisé en Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, le groupe possède aujourd'hui une filiale également aux États-Unis. Je reçois ce midi et pour en parler avec nous, le PDG d'Europe Technologies, Patrick Schep. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Entre la création de Sonat en 1992, je le disais, et la constitution reconnue d'un groupe qui joue désormais à l'international, au service des plus grands donneurs d'ordre, de quoi vous êtes le plus fier, Patrick Schep, dans cette irrésistible ascension quand vous regardez derrière votre épaule ? Tout d'abord, c'est jamais fini, il faut toujours se remettre un peu en question, parce que le monde bouge très vite. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est finalement d'avoir une équipe humaine, de collaborateurs proches avec qui on peut tout se dire, tout faire ensemble, on peut abattre des montagnes, parce qu'on se parle vrai. Et c'est ça qui a permis finalement de constituer, de rassembler les compétences petit à petit, tout en ayant un concept au départ de dire je dois me développer à l'export, je dois me diversifier pour être solide demain. Et ça s'appuie sur quelque chose qui s'appelle l'innovation et la recherche-développement. On va en parler évidemment avec vous. Devenir le capitaine d'industrie que vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'était déjà l'ambition du jeune ingénieur qui travaillait à l'époque chez Airbus ? Vous aviez ça dans la tête ? Oui, je l'avais depuis longtemps. Pour être honnête, quand j'étais en prépa, j'avais failli arrêter mes études parce que j'avais fait un boulot d'été chez un entrepreneur qui était très âgé. Et puis comme j'avais plutôt pas trop mal bossé, il avait envie de me garder pour imaginer que 5 ou 6 ans plus tard, je puisse prendre sa suite. Et en fait, j'ai pas été, on va dire, courageux à ce moment-là. Je sentais que j'étais pas prêt, mais j'avais envie. Mais je me dis, bon, je vais quand même poursuivre un peu. Je vais me laisser m'ouvrir un peu plus sur la vie, apprendre plus de choses. Mais je l'avais déjà un peu en moi. Je pense que je l'avais depuis longtemps, ça. Bon, prendre mon destin en main. Une des réussites d'Europe Technologies, et ce qui fait partie de sa stratégie, c'est notamment le choix d'une innovation permanente. Vous investissez, il faut le dire pour celles et ceux qui nous écoutent, 10 à 15% de votre chiffre d'affaires chaque année dans la R&D ou RDI. Est-ce que vous l'avez toujours fait, même par gros temps ? Je pense notamment à la crise de 2008-2009. Vous avez continué d'investir ? Alors, on a toujours continué, quitte à se faire un peu mal, puisque quand on parle de la crise de 2008-2009, on avait une petite activité à cette époque-là qu'on venait de reprendre pour compléter nos métiers au niveau de la robotique. Donc déjà, on pensait robotique à l'époque. Et j'ai dû m'en séparer parce qu'elle consommait trop de trésorerie au bénéfice des autres entités qu'il fallait consolider. Et quelques années plus tard, on a repris une entité de robotique, donc 6 ans plus tard, en 2014. Effectivement, le maintien, l'effort de R&D, l'effort de l'évolution des savoir-faire, c'est la clé de voûte. Si on commence à fermer ça, on se dit, ou alors il faut aller dans un autre secteur, faut aller plus sur peut-être de la série pure. Mais ça a été vraiment le fil conducteur de tous nos développements, de maintenir le développement, d'être plutôt en développement collaboratif parce que c'est de plus en plus complexe, pas compliqué mais complexe, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de champs, de domaines qui viennent s'imbriquer, comme en ce moment le digital ou la robotique. Et donc pour ça, il faut faire l'effort financier et l'effort aussi de coopérer avec d'autres. Alors la réussite également, c'est à la fois, je dirais simultanément, la diversification de vos activités et en même temps la spécialisation de vos compétences. Comment est-ce que vous gérez les deux mouvements en même temps ? C'est un bon résumé. Quand j'ai démarré, j'ai eu la chance d'être un peu parrainé par Michel Decré, donc un grand monsieur de Nantes qui a fait une carrière assez incroyable quand on regarde le parcours de sa vie, qui me disait toujours, c'est bien, tu as des bons savoir-faire, tu as la techno, mais si tu restes que sur un marché, quand ton marché va s'effondrer, tu vas disparaître avec. Des choses simples. Et ça m'a marqué, s'il m'entend, j'y pense encore. Et je me suis dit, il va falloir combiner à la fois des compétences fortes sur des métiers précis, donc
autour de la mécanique. Donc la mécanique, c'est les traitements de surface, les assemblages, donc soudage laser, soudage ultrason, soudage par induction, ponçage, perçage, usinage, enlèvement de matière. Donc des compétences fortes là-dessus. Et après, aller chercher des applicatifs pour ces compétences dans plusieurs domaines d'activité. Donc on a parlé aéro, défense, Énergie, naval, énergie, agroalimentaire. agroalimentaire, et en trouvant des marchés solvables. Avec l'idée que ce soit des marchés solvables dans des espaces avec des clients ou des partenaires qui sont prêts aussi à investir sur la techno pour eux-mêmes se développer. Alors justement, la question sur le financement, parce que est-ce que l'autofinancement a suffi à votre développement? C'est très bien d'avoir des idées, mais comment on se fait accompagner? Est-ce que vous aviez suffisamment de cash flow en interne pour développer vos projets et devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Qui vous a fait confiance pour grandir? La première personne qui m'a fait confiance, ça a d'abord été Airbus, à l'époque c'était Aérospatiale, dont le directeur d'usine m'avait fait connaître Michel Decré, c'est ça l'histoire. Et l'accord qui était convenu, c'est que je continue à travailler pour Aérospatiale sur une problématique d'usinage, tout en démarrant mon entreprise dans le cadre d'un contrat de développement. Donc j'avais déjà, à l'époque, Aérospatiale qui me passait une commande pour commencer à éponger mes charges au démarrage. Donc c'est un truc extraordinaire. C'est extraordinaire, je les remercie tous les jours, parce que je ne sais pas si j'aurais pu faire ça ailleurs. Mon premier équipement coûtait, à l'époque, l'équivalent de 150 000 euros. Trouver 150 000 euros, c'était impossible. Donc ça a été ça, la démarche. Et après, pour le financement, il se trouve qu'en faisant de l'ingénierie, parce qu'au début, on fait de l'ingénierie pour essayer de comprendre des phénomènes, moi, mon ambition, c'était d'avoir des produits propres ou des procédés propres. Et là, il y a des facteurs chance. C'est de la veille, c'est bien comprendre les problématiques clients, être en veille, et c'est là qu'on a détecté des phénomènes physiques intéressants au domaine du traitement de surface par ultrason. Et la difficulté souvent qu'on rencontre, c'est qu'une fois qu'on a une idée, on fait un proto, mais passer du proto à l'industrialisation et produits vendus fiables, robustes sur le marché, c'est long et ça coûte cher. C'est là que c'est le plus long, c'est là que ça coûte le plus cher. Et moi, j'ai eu la chance que ça s'est bien passé, parce qu'on a mis le paquet. À l'époque, on avait une aide qui s'appelait l'ANVAR, donc l'équivalent de la BPI aujourd'hui. Donc l'ANVAR a joué le jeu à l'époque, donc la BPI, pour nous soutenir dans cette première innovation qu'on a réussi. Parce qu'on a vendu dans le monde, et comme ce premier produit générait du cash flow, on a pu continuer comme ça à investir sur le développement et étoffer notre offre. Alors justement, je voudrais qu'on parle aussi de votre croissance externe. Par l'externe, récemment, beaucoup de mouvements et d'opérations, et notamment Gobio. Gobio, ce sont des solutions d'assistance physique à l'opérateur au travers d'exosquelettes et de cobots. C'est les robots collaboratifs. Dans quelles conditions s'est fait cet achat, cette acquisition? Alors tout d'abord, faut juste expliquer quelque chose avant. C'est qu'on a des procédés, comme j'ai dit tout à l'heure, certains procédés de fabrication pour des pièces métalliques et composites. Ces procédés-là, première étape, c'est faut être en mesure de les robotiser, tous. Donc de vendre des cellules robotiques. C'est pour ça qu'on a, qu'on a GB2, une activité qui est entièrement dédiée à la robotique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on voit que de plus en plus, les opérateurs, les jeunes, vont de plus en plus utiliser le numérique, la digitalisation, et on va devoir de plus en plus, disons, assister l'humain, le corps humain. Et moi, l'humain amélioré, l'opérateur amélioré, lui faciliter les tâches, le dégager des tâches trop rébarbatives pour qu'il se concentre plus sur des tâches, on va dire, d'expertise. On est dans le monde de l'industrie, ce que j'appelle l'expertise, c'est l'expertise manuelle, hein. Prenez un chaudronnier, prenez même un usineur, il y a différents métiers où il y a une expertise. Donc, il ne faut pas se perdre dans des tâches pénibles, rébarbatives, et plutôt se concentrer sur l'expertise. Donc, c'est là que les robots viennent apporter cette aide. Et le cobot, il fait le lien entre cet expert manuel, la cellule robotisée, parce qu'on aura beau mettre les meilleures cellules du monde, il y aura toujours des opérateurs autour pour amener des éléments, sortir des éléments. Et c'est là que j'ai trouvé qu'avoir une offre d'exosquelette à côté de la techno, ça faisait deux phénomènes. D'abord, ça faisait une offre plus large. Ça dit au client, finalement, je peux offrir une cellule robotisée avec un procédé, plus des exosquelettes pour aider les opérateurs qui est autour. Première chose. Et la deuxième chose, c'est côté humain. Il faut voir que demain, le positionnement de l'humain dans les entreprises va devenir essentiel. On recherche tous des compétences aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça peut participer à l'attractivité de ces métiers qui sont
inconsidéré ou en tout cas même voire répudié par les jeunes aujourd'hui? Je pense que ça va être indispensable. C'est vrai qu'on n'a pas toujours une image extraordinaire de l'industrie parce qu'on y voit quelque chose de pénible, on y voit quelque chose de compliqué. Alors que là, en apportant ces nouvelles technos, alors c'est pas que les cobots, c'est aussi la numérisation, les tablettes, une autre approche du procédé. On va toujours utiliser des procédés physiques qui mettent en jeu des phénomènes physiques à peu près les mêmes. Enfin, du laser, du soudure ou de l'usinage. Simplement, c'est le lien entre ce procédé et l'humain, c'est lui faciliter la tâche, assurer une meilleure reproductibilité parce que le système numérique, c'est plus binaire, et ça peut éviter de faire des erreurs. Et ça amène un confort, une autre vision du travail, qui n'est plus une vision d'un travail pénible, pour reprendre le mot à la mode, pénibilité au travail. Mais nous, on se dit, mais non, c'est un travail qui permet à la personne d'évoluer, progresser et d'avoir des outils modernes pour le faire. Patrick Schepp, est-ce qu'on a un problème aujourd'hui en France dans l'adéquation entre la formation et des situations inédites de métiers en tension sur notre territoire, au-delà du confort qu'on peut évidemment apporter avec la nouvelle technologie? Oui, bien entendu, oui. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entreprises comme la mienne sont ralenties par une recherche de compétences. On ne trouve plus de roboticiens, on ne trouve plus d'automaticiens, on ne trouve plus d'usineurs. Et même dans d'autres secteurs, j'entends parler qu'on ne trouve plus de serveurs dans des restaurants. Enfin, bon. Alors pourquoi ça? Moi, je crois que globalement, il y a eu, si on regarde un peu notre histoire, alors je ne suis pas un grand historien, mais en quelques mots, il y a eu une phase où tout le monde avait du boulot, c'était le plein emploi, c'était l'artisanat, et finalement, en faisant quelque chose, on vivait de son travail. Et puis on a vécu, depuis une quinzaine d'années, l'idée que l'industrie, c'était sale, qu'il ne fallait pas le garder en France, qu'on allait sous-traiter ça ailleurs. Et manque de bol, on a perdu le socle de notre savoir, qui est de faire. Pour savoir faire quelque chose, il faut déjà le faire. Alors, ça a généré beaucoup d'ingénieurs managers, beaucoup de back-office de suivi. La clé, c'est l'apprentissage, apprentissage et alternance. Alors justement, aujourd'hui, c'est ce qu'on remet au centre, finalement, le compagnonnage, en gros, qu'on peut appeler sous forme d'alternance, parce que ce qui va être clé, maintenant, c'est à la fois être capable, effectivement, d'évoluer, de manager, etc., mais en même temps, de faire, parce que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on évolue. Patrick Schepp, merci d'avoir été avec nous. Le temps passe très vite. On vous réinvitera bien sûr pour ces sujets. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players de la radio et sur l'application MySun. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci.